Premier point, le pouvoir qui s'impose à un être est le pouvoir qui préside à l'émergence même de cet être. Deuxième point, la constitution du sujet de désir ne peut se faire qu'au prix d'une perte, signant l'ouverture à autrui comme élément constitutif de son être même. C'est ce que Butler appelle la vulnérabilité du sujet. Terme dont on a pu lui faire reproche, tant il semble prêter le flanc à des erreurs interprétatives, faisant du sujet un être faible dont il faudrait prendre soin systématiquement. La tentation de la clinique des vulnérables n'est ici pas très lointaine. C'est une petite allusion au travail que mène Guillaume Leblanc, pour lequel je vous avais aussi apporté deux ouvrages, donc chronologiquement Vie ordinaire, vie précaire, et plus récemment L'invisibilité sociale. Le deuxième point éthique, donc, qui signe la question de la vulnérabilité, est aussi l'élément d'un retournement possible. Je vous invite à repenser à la question qui se posait ce matin, c'est-à-dire finalement d'où vient la puissance d'agir. Je crois que cette question-là demeure vraiment une difficulté. Voici ce que tente d'en dire Butler, ou peut-être plus exactement ce que je crois en avoir compris. C'est parce que nous sommes toujours déjà ouverts à autrui, construits dans ce hors de soi qui constitue ce que Guillaume Leblanc appelle la niche ontologique du soi, qu'une capacité d'agir peut émerger de la socialité même des sujets. C'est ce que Butler met en évidence, cette fois dans Vie précaire, à propos du deuil. La douleur du deuil ne relève pas seulement de la sphère privée. Elle induit en nous le sens d'une communauté politique, en mettant en évidence les attaches relationnelles qui déterminent la façon dont nous pouvons penser notre dépendance fondamentale et notre responsabilité éthique. Autrement dit, et peut-être plus radicalement encore, nous sommes défaits les uns par les autres, et ce que le deuil met en évidence de façon douloureuse l'était déjà par le désir de façon insidieuse et constante. Les blessures subies dans la formation du sujet et par les accidents de la vie sont ce qui force à promouvoir une théorie de la responsabilité collective, ainsi qu'à concevoir une éthique de la non-violence comme seule réponse crédible à une formation dans la violence dont nul ne peut s'extraire. Ainsi, être reconnu comme sujet du désir, ce serait quoi, et ça veut dire quoi pour Judith Butler? Je risque trois entrées pour définir cette reconnaissance. Reconnu comme sujet du désir, ce serait être accepté comme un être vulnérable parmi l'ensemble des êtres vulnérables dont nul ne peut s'exclure. Et ce faisant, disposer d'une frange d'action possible en tant qu'appartenant à une société des affects qui se pense comme telle. J'emprunte l'expression de société des affects à Frédéric Lordon dans un ouvrage qui porte ce titre-là. Mais ce serait aussi hériter d'une visibilité restaurée ou créée par la critique philosophique, par la critique de la philosophie sociale, qui prend à son compte de travailler à la reconnaissabilité de l'humain en mettant en lumière les cadres de la représentation dont nous avons parlé tout à l'heure, afin d'empêcher justement la forclusion du concept d'humain, c'est-à-dire le repli sur une définition qui prédétermine ce champ. Enfin, ce serait travailler à sa propre émergence en tant que sujet du désir, via les luttes sociales que la critique philosophique peut favoriser en ayant intégré l'idée qu'il n'y a pas d'autonomie du sujet à rechercher, car l'être du sujet du désir est toujours un être social. Donc vous voyez au passage que l'on retrouve un certain nombre des catégories qui ont déjà été évoquées, sous un angle un tout petit peu différent, mais en tout cas celui qui demeure, c'est bien celui de l'ouverture à autrui. Dans ce qui fait une vie, donc l'ouvrage, celui-ci,
essai sur la violence, la guerre et le deuil, Butler déploie les conséquences de cette ontologie sociale du corps, de même qu'elle revient sur le concept de reconnaissabilité. Je cite Butler dans cet ouvrage, « Être un corps, c'est être exposé au façonnement social, prendre une forme sociale, et c'est en cela que consiste l'ontologie sociale du corps. » Autrement dit, le corps est exposé à des forces qui sont socialement et politiquement articulées, autant qu'à des conditions de la socialité, incluant le langage, le travail et le désir, et elle fonde la possibilité même de la persistance et du développement harmonieux de ce corps. Je voudrais donc faire droit à quelqu'un que j'ai cité tout à l'heure, Kim Sang-Won, qui connaît bien le travail de Butler, et qui reprend donc l'analyse de la reconnaissance en parallèle avec l'analyse chez Honneth. Dire que la vie peut être blessée, perdue ou détruite, ou même négligée jusqu'à trouver la mort, c'est, dit-elle, signifier que la précarité, à la fois existentielle, precariousness, et politiquement induite, precarity, est ce qui devrait amener à considérer les enjeux politiques comme prolongement nécessaire de la réflexion éthique. Mais il y a là un obstacle de taille. La précarité dont nous venons de parler n'est pas encore reconnue. Au mieux, elle est appréhendée. Alors, c'est sur cette notion d'appréhension que je voudrais conclure ce point. Dans le dialogue qu'elle mène avec Susan Sontag, Judith Butler précise que notre incapacité à voir ce que nous voyons est l'affaire de la critique. Donc elle reprend ça comme un élément qui va être un objectif de la critique sociale. Laissons ici la porte ouverte aux universitaires, philosophes, sociologues, même aux associations, pour s'engager sur la voie de l'élaboration du concept de reconnaissabilité. Elle nous invite à travailler sur ce ne pas voir au cœur du voir, dont elle parle notamment à propos des photographies de prisonniers à Abu Ghraib. Elle va nous indiquer cela à travers un certain nombre d'exemples que je tâcherai de reprendre peut-être plus tard si j'en ai le temps. La question des prisonniers me semble assez intéressante et si vous permettez, je voudrais à sa manière forcer le trait en disant qu'on a là quelque chose du « ceci n'est pas une pipe » de Magritte. Nous avons des photos de prisonniers torturés avec une légende qui pourrait être la dénonciation de la violence des terroristes. Voilà, j'espère que cette idée-là parle à tout le monde, de la même façon qu'on pourrait imaginer le forçage des cadres avec, avant la loi pour le mariage pour tous, d'un couple homosexuel dans une mairie qui montre bien effectivement comment on peut mettre en évidence le cadrage et la façon dont ce cadrage rend opaque, voire invisible, ce qui est l'élément d'idéologie guidant l'image. Il nous reste un dernier moment, je ne sais pas trop où on en est, donc je vais faire très vite. Un tout dernier moment qui me permettrait de reprendre très rapidement la réponse à la question d'Adorno, qu'elle reprend dans la remise du prix de la critique qu'elle a reçue. Qu'est-ce qu'une vie bonne dans une vie mauvaise ? Si Butler choisit de reposer cette question au moment où elle reçoit le prix, c'est évidemment parce que l'époque n'est plus la même et qu'il resterait à déterminer comment cette question se trouve conditionnée par le contexte historique. Comme nous n'en avons pas le temps, je vais abréger ce point en disant que ce que Butler va interroger au diapason d'Adorno, c'est la relation de la morale à la théorie sociale. Et si Adorno, que Butler cite, indique que la quête de la vraie vie est quête de la vraie politique, quand bien même elle serait inatteignable, il nous reviendrait, et ça c'est un travail à poursuivre, donc je vous invite évidemment à le faire, de nous demander ce qu'il en est de cette assimilation ici. Est-ce qu'il n'y a pas au fond une distinction à opérer entre éthique et politique, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se nomme préoccupation éthique dans l'œuvre de Butler, qui n'est pas soluble dans le champ des relations entre le sujet et le pouvoir?
toujours dans la question d'Adorno, celle de savoir ce que peut être une vie bonne, et celle de savoir comment la mener. Étant donné donc le caractère de relationnalité et de précarité de toute vie, je vais m'attacher à clarifier l'idée de vie bonne à partir des notions de vie vivable et de reconnaissabilité, et je vais m'attacher à la question de comment la mener à partir des notions de vie pleurable et de non-violence. Je les ai mises en place et je vais essayer de les synthétiser très rapidement. La première remarque qui s'impose à partir de la lecture du texte de Butler, lors de la réception du prix Adorno, tient à l'hommage qu'elle rend à une idée forte qu'elle va reprendre elle-même. Je la cite, « Les catégories sociales sont au cœur de la vie morale. » Et un peu plus loin, à peu près tout ce qui peut être appelé moral aujourd'hui intègre la question de l'organisation du monde. Se demander quelle peut être la meilleure manière de vivre aujourd'hui, c'est nécessairement rencontrer l'idée que la vie a d'ores et déjà été façonnée par les institutions. Mais c'est aussi avoir à l'esprit que l'idée même de vie en a été modifiée pour qui penserait l'approcher de façon neutre et sans préjugés. Afin de bien comprendre le changement radical de point de vue sur ce que peut être une vie bonne, depuis Aristote, il faut donc avoir à l'esprit la présentation qu'en fait Michel Foucault à la fin de La volonté de savoir. Foucault nous dit « L'homme depuis des millénaires est resté ce qu'il était pour Aristote, un animal vivant et, de plus, capable d'une existence politique. L'homme moderne est un animal dans la politique duquel sa vie d'être vivant est en question. La gestion des vies humaines comme objet du politique nous ouvre ici une perspective double. Comprendre que les représentations de la vie sont proposées dans un cadre préétabli, parce que normées par le pouvoir politique. En déduire comment la vie bonne peut se penser dans sa dimension de socialité, toujours déjà travaillée par des interprétations auxquelles nous n'avons jamais accès sans le travail de la critique. Comme nous l'avons vu, la vie humaine ne peut se penser dans la solitude de la conscience, mais dans l'ouverture à l'autre. C'est donc bien la façon dont cette ouverture et dont cet autre sont pensés qui déterminera ce que chacun pense être la vie bonne. Et je dis bien ce que chacun, pour insister sur le fait qu'on n'est pas dans une dimension normative au sens kantien. Dire que l'humain est un être vulnérable peut indiquer d'emblée comment il convient de penser la vie bonne. Il suffirait de prendre soin de soi et de prendre soin des autres. Si la question du soin au précaire est une dimension forte dans la philosophie sociale, elle n'est pas une dimension aussi forte dans la pensée de Butler, qui maintient le versant critique, peut-être pas versus le versant clinique, mais en tout cas en lui accordant la priorité. Dire que cette vulnérabilité signe l'ouverture relationnelle qui nous fait et nous défait, c'est immédiatement ajouter qu'aucune vie n'étant autosuffisante, la vie bonne ne peut qu'être une vie responsable des autres, une vie éthique, une vie qui se soucie des autres comme de soi. Vous voyez qu'on rencontre, me semble-t-il, la même difficulté qui a été évoquée jusque-là, c'est-à-dire avons-nous vraiment les clés de puissance d'agir? Comment parvenir à une telle vie vivable pour chacun? On peut dire qu'il va s'agir ici non pas simplement d'élargir les cadres de représentation du réel humain, mais de travailler à les rendre visibles eux-mêmes. Ce qui rejoint ce que nous avons évoqué un petit peu plus tôt à propos de ce dernier ouvrage. Analysons pour le retenir, si vous voulez bien, le sous-entendu culturel de l'affirmation selon laquelle une vie est précaire. De façon courante, vous interrogez quelqu'un, vous lui demandez ce qu'il entend par vie précaire, c'est peut-être encore plus net si on dit vie vulnérable, il vous répondra que certaines vies sont plus précaires que d'autres, et que derrière ceci, il y a des vies dans lesquelles on peut se reconnaître comme plus autonome, plus riche, adossé à une ontologie qui protège de cette précarité. Si, comme le suggère Butler, il devrait y avoir une manière plus égalitaire de reconnaître la précarité, c'est qu'il y a à mener un travail de déconstruction de ces cadres à partir desquels nous pensons le réel humain. Dire que la vie est précaire revient à dire que la possibilité de son maintien dépend de conditions sociales et politiques spécifiques
visant à la préserver. Cette opération de visibilisation du cadre peut être faite en décontextualisant et recontextualisant des images. C'est une des pistes qu'elle donne. Enfin, si la reconnaissance est rendue possible par les normes qui structurent la reconnaissabilité, il s'agit de comprendre que ces normes sont elles-mêmes engendrées par des schémas d'intelligibilité. Ces schémas, qui sont des schémas d'intelligibilité des vies humaines, sont incarnés dans et par les cadres d'interprétation du réel. Si l'on y prête attention, ils sont le point aveugle à partir duquel ma vision est déterminée par l'implicite ainsi véhiculé. Judith Butler reprenait à cet égard lors d'une conférence à l'ENS en 2009 le sens de l'expression « to be framed » dans le titre que je vous indiquais, le titre anglais « Frames of War ». To be framed signifie littéralement être cadré, mais c'est également être l'objet d'un montage photographique. Le cadre oriente donc l'interprétation. Dans la question « Comment mener une vie bonne » se trouve inévitablement celle de la qualité de cette vie et de sa dignité. Si la qualité désigne les conditions matérielles et psychiques de cette vie, la dignité ne signifie pas son statut conscient de fin en soi, mais sa condition de pleurable. On peut sans doute relier ces deux exigences en regardant ce qui peut conditionner pour nous la question de la vie bonne. L'importance de pouvoir mener sa vie est sans aucun doute conditionnée au sentiment d'avoir une vie. Et vous voyez que cette dimension des affects sur laquelle nous sommes revenus fait retour, ou au sentiment d'être vivant. Inextricablement, ce que nous avons tenté de séparer se renoue. La matérialité de l'existence tissée dans le sentiment de vivre, de se sentir vivant. Le sens de mon existence ne parvenant pas à s'extirper de la gangue des paradigmes culturels pour penser autre chose qu'une condition humaine déjà bien délimitée. Je termine. Le chemin de la vie vivable se trace par la critique, et on peut en trouver une trace intéressante dans la critique des vies que les vies oubliées rendent nécessaires. Si nul ne reconnaît de semblable que par la conformité à l'idée qu'il s'est faite de l'humanité, idée guidée par les cadres de la reconnaissance, alors c'est à démonter cette image de l'ontologie classique du sujet qu'il faut œuvrer, tout en gardant présente à l'esprit que toute vie étant précaire nécessite un échafaudage de soutien, d'appel, d'affect, pour se tenir un jour elle-même de ces liens qui la constitueront. La question « Comment mener une vie bonne » ne peut échapper pour Butler à cette autre dimension de la question éthique. Comment vivre la violence de notre constitution. Elle croise à ce niveau-là, et je vais essayer de réduire la fin de mon intervention par la même, elle croise à ce niveau-là la pensée de Mélanie Klein, et elle nous exhorte bien sûr à ne pas tomber dans une interprétation caricaturale de la non-violence. La non-violence n'a pas à voir avec l'idée qu'il faudrait expier la violence ou la purger du domaine de la normativité. Il y a à prendre conscience que tout individu naît dans des relations qui sont toujours déjà violentes, et à partir de là, savoir ce que l'on va pouvoir faire de cela. Alors il y a un concept que je n'ai pas travaillé là parce que c'était un peu trop difficile de le mettre en œuvre aujourd'hui, c'est le concept d'opacité. La notion d'opacité du sujet, c'est un concept qu'elle utilise beaucoup dans le récit de soi, où elle essaie de montrer que si une éthique de la responsabilité est possible, ce n'est pas à partir d'une conscience qui serait transparente à elle-même. Mais c'est donc l'apport de la psychanalyse qu'elle va chercher et solliciter ici, pour dire que ce n'est pas parce qu'on est opaque à soi-même qu'une partie de notre propre histoire et son origine est dans cette opacité que ça nous enlève toute responsabilité. C'est parce que la vie n'est pas une valeur clairement et tout le temps perceptible que Judith Butler va donc ajouter « La valeur de la vie n'apparaît que dans les conditions où la perte importerait ». Donc, peut-être un point sur lequel il y a eu parfois des difficultés, il n'y a pas chez Butler de valeur absolue de la vie. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui est, pour le dire dans un terme qui parle dans les revendications, elle n'est pas pro-life. Bien au contraire, elle essaie de nous montrer que cette vie
vivable n'est possible que sous des conditions elles-mêmes très fragiles. Je crois que c'est une des choses qu'on a essayé d'évoquer aujourd'hui dans le cadre de cette journée d'introduction à la philosophie sociale. Donc, s'il y a un programme d'éthique sociale chez Butler, ce n'est pas de préserver la vie à tout prix, quelle qu'en soit la forme. L'obligation éthique naît du fait que nous sommes des êtres sociaux, reliés, dépendants les uns des autres, ce qui fait de nous des êtres précaires et, peut-on ajouter, des êtres vulnérables, maintenant que la distinction a été clairement posée. Je m'arrête là, je crois que c'est suffisant pour vous permettre d'avoir un premier avis sur la pensée de Butler, et peut-être pour vous permettre de trancher cette question, cela relève-t-il ou non de la philosophie sociale. Alors je pense qu'évidemment, il a été difficile pour moi d'être neutre, puisque c'est un des éléments de la philosophie sociale. Donc vous avez certainement senti quels étaient les éléments de ma réponse, mais ça n'empêche absolument pas que vous puissiez avoir un avis absolument différent sur cette question. Je vous remercie.